Alors, on va passer à la lettre V. Individuation et vocation. L'acceptation du plus petit en nous, pour répondre à l'expression de Jung, fait partie du processus d'individuation. Ce consentement va nous mettre progressivement sous l'influence de ce qu'il appelle le soi, parfois même à contre-courant des tendances ou des valeurs qui prévalent dans notre culture. Oui, alors Jung emploie ce terme de plus petit en nous au chapitre Nox Quarta du livre rouge. Il parle du chemin qui mène à la guérison psychologique. Et l'ampleur de la tâche, de même que l'esprit de la psychologie analytique, sont bien précisés, sont bien exposés. Je lis la citation. « Le plus petit en toi est plongé dans un sommeil de mort et a besoin de la chaleur vitale qui comprend sans distinction et indifféremment le bien et le mal. » Bon, la citation se poursuit, je ne vais pas la lire in extenso. Elle se termine quand il dit que ce plus petit en nous a rencontré, c'est à la fois une maladie et le début de la guérison. Et il ajoute la mère de toutes les infamies et de tous les symboles qui apportent le salut. CQFD, il y a à boire et à manger dans l'inconscient. CQFD, parce que le plus petit en toi, c'est l'inconscient. Pourquoi le plus petit? Parce que généralement, on n'y attache pas d'importance. On le néglige ou on le méprise. Alors qu'il faudrait l'aimer et le considérer de toutes nos forces. Il a besoin de la chaleur vitale qui comprend sans distinction et indifféremment le bien et le mal. Cela veut dire qu'il n'est pas question de trier les manifestations de l'inconscient en fonction de présupposés théoriques ou idéalistes ou d'objectifs préconçus. Par exemple, il n'est pas question de ne considérer que les très jolis rêves ou ceux qui nous avantagent. Ça, c'est mortel, si je puis dire. C'est inutile en plus. Ce plus petit, donc, c'est qui comprend le bien, le mal, qui est à la fois la mère de toutes les infamies et des symboles, c'est ce qui peut nous paraître insignifiant, ce dont on ne veut pas, ce qui peut nous paraître irréel, peu concret, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est ce dont on voudrait bien se débarrasser. On sait petit, allez, on nous laisse de côté. Bon, le plus petit en nous, c'est encore beaucoup d'autres choses. C'est l'homme empirique par opposition à l'homme idéal. C'est ce qu'on est en opposition à l'image de ce que l'on veut montrer. C'est ce qu'on est et pas ce qu'on voudrait être. C'est nous en totalité avec nos qualités, nos défauts, notre ombre et notre lumière. La considération de nos insuffisances, de nos difficultés et de nos besoins est le premier devoir que nous devons avoir envers nous-mêmes. La chaleur vitale de notre attention à ce que nous sommes, à tout ce que nous sommes, l'identification de nos tendances, la reconnaissance de nos tendances, de nos pulsions, tout ça, il faut le faire. Même si c'est dérangeant, même si ça contient sans distinction le bien et le mal. Bon. Donc il ne faudra pas s'effaroucher devant des rêves, on va dire, un peu ombreux, des rêves qui ne nous avantagent pas ou qui nous montrent tels que nous sommes. Voilà.
Comment ressens-tu d'ailleurs ce jeu d'ombre et de lumière dans la transmission à laquelle tu participes? Ah, tu parles des formations, de ce que... Bon, écoute, d'abord, je m'efforce de témoigner de ce dont j'ai l'expérience. Et j'ai été forcé de tenir compte de ce plus petit en moi. Bien sûr, j'essaye toujours et encore de tenir compte de mon ombre. Et si quelque chose n'a pas été suffisamment travaillé, de le remettre en chantier. Donc ça, c'est ce que tous les thérapeutes font en principe. Ils ne se reposent pas sur leur laurier. J'ajouterai que lorsque je fais des présentations cliniques, la méditation des cas, qui est faite en commun d'ailleurs, tout cela a encore un effet d'éveil et de révélation sur moi. C'est-à-dire que ça précise ce que j'ai déjà travaillé, ce que j'ai senti, voire ça le nuance, voire ça le conteste. Bon. Donc c'est une façon de tenir compte du plus petit en moi. Je me dis, ah mais là, je n'ai pas vu ça. Ou bien je me suis trompé. C'est comme une supervision finalement. Hein. Grâce à vous, lorsque j'anime des formations, je bénéficie d'une certaine manière de votre supervision. Supervision de groupe. Supervision de groupe, voilà. En tout cas, on ne doit pas esquiver, que l'on soit thérapeute ou formateur, l'incertitude et le doute. Hein. C'est Marie-Louise Zone-France qui dit que les seules présentations de cas véritablement intéressantes, ce sont celles où on a échoué. Ce sont celles où ça ne s'est pas très bien passé. Bon, je crois vous en avoir donné quelques exemples. Bon. Alors, il faut faire la part de l'exagération dans ce qu'elle dit, mais se mettre à l'école du doute et douter de nos connaissances théoriques, ça ne fait pas de mal. Même si elles sont indispensables, il ne faut ni en abuser, ni s'en glorifier. Tu sais que dans la relation thérapeutique, on parle du transfert, mais on parle aussi du contre-transfert, c'est-à-dire de tout ce que le thérapeute peut éprouver dans la relation avec son patient, que ce soit ses affects, que ce soit les rêves qui lui sont donnés à lui, que ce soit ses moments d'ennui, que ce soit au contraire ses identifications à son patient, etc., etc. Et il est important, il est requis de la part du thérapeute d'essayer de faire le tri dans ce contre-transfert qui lui donne des informations sur son patient et qui lui donne des informations sur lui-même, de faire le tri entre ce qui appartient au patient et ce qui lui appartient à lui. Hein? Il y a un contre-transfert qui peut être informatif, mais il y a un contre-transfert qui peut être névrotique. Tout ça est bien connu. J'ajouterai que ce qui se transfère, c'est aussi de la vie. Hein? Le thérapeute, c'est celui qui apporte sur l'autre, apporte à l'autre l'énergie du vivant, il la projette sur l'autre, encore faut-il qu'elle existe en lui-même. Donc voilà pour répondre à ta question, le jeu d'ombre et de lumière. Je m'efforce de rester conscient de mon ombre et en même temps de cultiver la lumière par différents moyens, la créativité notamment, ou le fait de boire du bon vin de temps en temps. Voilà. Pour reparler de vocation, est-ce qu'une vocation, ça passe nécessairement par la soumission au soi, à l'archétype du soi? Alors, l'émergence du soi dans notre vie correspond, je crois que Jung l'a dit plusieurs fois, à la défaite du moi. C'est-à-dire que le soi correspond à un impératif de transformation
assez radicale. On peut d'ailleurs lire dans Mysterium Conjunctionis, qui est un des grands classiques de Jung, qu'il a écrit à la fin de sa vie, c'est pourquoi l'expérience du soi représente une défaite de l'ego. J'ai parlé du moi, j'aurais dû parler de l'ego. C'est plus juste. Et pour cela, on doit d'abord, pour se relier au soi correctement, remplir son cœur de l'amer breuvage de l'infériorité. Ce qui m'a fait dire à plusieurs reprises que le thérapeute, c'est celui qui est allé jusqu'au bout de sa nullité. Voilà. C'est ce qui le rend efficace et utile. Il ne s'agit pas non plus de battre sa coulpe, de se mettre un sac de cendres, etc. Mais aller jusqu'au bout de ce qui est petit, inférieur, malhabile, nauséabond, voire pervers, etc. Là, une fois, le thérapeute, c'est pour ça que les thérapeutes sont astreints de très longues analyses. Parce que pour aller jusqu'au bout de sa nullité, il faut du temps. Voilà. Et qu'on n'y consent pas de bonne grâce. On pourrait reparler du soi. La voie du soi, cela étant, n'est pas qu'un purgatoire, n'est pas qu'une purification. Le soi désigne aussi un désir de réalisation et d'authenticité. Mais pour y parvenir, il faut commencer par rassembler tous les morceaux. J'ai une patiente qui m'a dit, ben oui, l'individuation, c'est rassembler tous les morceaux. C'est-à-dire tenir compte de ce que l'on est, rien que ce que l'on est, mais tout ce que l'on est. Et il ne s'agit pas, la voie du soi, ce n'est pas renoncer à soi-même. C'est pas du tout ça. Jung le dit avec force dans le livre rouge. Et la voie de l'individuation ne correspond pas forcément à une attitude oblative. C'est-à-dire, il n'est pas question d'offrir sa vie pour la cause ou pour les autres. Hein? Si on offre sa vie, c'est pour le soi. Et le soi, ce n'est pas un principe de négation et d'annihilation de ce qu'on est. Il s'agit bien plus de se dégager, de se défaire de ce qui n'est pas nous et de réunir ce qui nous fait être nous. Bon, c'est pas... Bon, j'ai dit que la voie du soi n'était pas qu'un purgatoire et qu'une purification. Il n'empêche qu'il nous faudra passer par le feu pour accéder au soi. Il nous faudra faire l'expérience de ce feu central, c'est-à-dire de ce désir beaucoup plus fort que nous, auquel on ne pourra pas toujours résister, même on ne pourra jamais résister longtemps. C'est en ce sens que, on va dire, la voie du soi, c'est la reconnaissance d'une vocation. Bon. On ne peut pas distinguer la voie du soi de l'individuation. Bon, cela peut paraître un truisme, mais en fait, ce n'est pas le cas. Cela souligne que c'est l'archétype du soi qui est l'agent de l'individuation. Ce qui revient à dire, d'une part, que la relation à l'inconscient va nous fonder sur des bases plus objectives que la seule subjectivité. Cela revient aussi à dire que l'individuation se vit parce qu'on est saisi par un désir
de vérité et de totalité. Oui. En fait, je n'aime pas beaucoup parler du soi. Je sais, c'est pour ça qu'on va en reparler. Je n'aime pas beaucoup parler du soi. Bon, Jung disait c'est un concept limite. On peut le définir théoriquement, on peut dire que c'est un désir, on peut dire que c'est un archétype, c'est-à-dire une force psychique très contraignante ou très enrichissante. Mais je n'aime pas en parler. Est-ce que tu peux nous en donner une illustration ? Je peux donner une illustration du fait que la réalisation du soi dans notre vie correspond à l'accomplissement d'une vocation. Et que l'acceptation d'une vocation, ça peut être très émouvant. Je vais reprendre un rêve ancien. Dans ce rêve, je suis avec la thérapeute qui m'accompagnait à l'époque, dont je disais qu'elle tamisait, elle passait mon âme comme on tamise le fond d'un torrent pour en extraire des paillettes d'or. Et je parle avec elle de la transmission qui s'opère dans un travail où l'interprétation des rêves a une place importante. Elle me dit alors, cela se fait de manière mathématique, cette transmission. Et je lui rétorque, non, 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 cela se fait de manière physique. Je sens tout de même que nous voulons exprimer la même chose. Elle met l'accent sur l'archétype du père, je mets l'accent sur l'archétype de la mère. Nous voulons exprimer la même chose, à savoir la présence d'une énergie latente qui a été captée, recueillie par Jung, puis par celui qui inspire à l'époque notre démarche, c'est-à-dire Étienne Perrault. Il semblerait que cette énergie latente, passe à travers lui, et de lui à elle, et d'elle à moi. Bon, ça ressemble un peu à la voie de la dévotion des orientaux, mais ce qui est en principe contraire au fait que l'analyse vise l'autonomie de la personne, mais acceptons-le ou considérons-le comme un corollaire heureux ou malheureux du transfert. Puis, après avoir dit tout ça, je me rapproche de la lumière de la fenêtre près de laquelle elle se tient avec son mari, donc ma thérapeute, et je pleure à nouveau parce qu'alors j'ai la certitude qu'aucune esquive n'est plus possible, que quelque chose va se dénouer dans notre échange, dans notre relation, pour que je devienne plus conducteur, entre guillemets, c'est-à-dire moins opaque à la lumière. Voilà. Voilà une manifestation qui vient du soi. Je pense pouvoir le dire. Et j'ai répondu à l'appel, à ce désir du soi, parce que, en fait, je ne pouvais pas faire autrement. Ma vie a été beaucoup plus compliquée, elle a changé, elle a été beaucoup plus compliquée, mais enfin, je suis allé vers là où je devais aller. Parce que il s'agissait d'être conducteur. Il s'agissait de recevoir une énergie et ensuite de la transmettre. Ce n'est pas une motivation personnelle, c'est plutôt le constat d'une nature. Bon, j'ai une nature de conducteur. Voilà. Alors,
Je te remercie d'avoir un peu éclairé une réalité plus efficiente du soi, de ce concept. Mais je reprends ma question. Peut-on dire que la réalisation du soi dans notre vie correspond à l'accomplissement d'une vocation? Ben oui. Et oui, et je dirais que la réponse est dans la question. Le soi est le principe d'une manifestation authentique. Le soi correspond à l'influence du soi correspond à la vocation créative de chacun, que cette créativité s'exerce dans la famille, dans la société, dans le fait d'être thérapeute, dans une création artistique. Oui, on ne peut pas distinguer la réalisation du soi et l'accomplissement d'une vocation. À la fin de sa vie, Jung a dit « J'ai consciemment rendu ma vie misérable ». C'est étonnant qu'il ait pu dire ça. Mais c'est-à-dire qu'il aurait pu être le primus inter pares, il aurait pu être l'empereur de la psychanalyse qu'il avait fondé avec... il avait fondé la Société internationale de psychothérapie avec Freud, il aurait été le président. Il aurait pu rester tout ça, mais il a renoncé à tout ça. Il était appelé ailleurs, et il était appelé à rendre clair et explicite toute la philosophie alchimique, ce qui a un intérêt indéniable dans pour la psychothérapie. Voilà. Et il a dû prendre le risque d'être incompris. Bon. Donc une vocation, c'est pas forcément indolore. C'est pas forcément non plus un choix rationnel. C'est pas un choix rationnel, une vocation. Ça s'impose. Bon, évidemment, pour tout le monde, la vocation n'aura pas un caractère aussi spectaculaire que... La reconnaissance de la vocation n'aura pas un caractère aussi spectaculaire que celle de François d'Assise, lorsqu'il se dénude complètement devant toute l'assemblée d'Assise, devant son père médusé, qui jette ses manteaux de fourrure, etc., et qui part tout nu. Bon, il ne faut pas non plus être prisonnier de trop grandes, d'images trop spectaculaires. La réalisation du soi, ça peut se faire à bas bruit. C'est pas forcément spectaculaire. Voilà. Ce que tu dis, c'est que le soi peut nous permettre de sortir du mimétique. Dans le livre rouge, Jung y reçoit l'enseignement que l'essence de la créature est différenciation. Alors effectivement, c'est un autre aspect de l'individuation. Il n'y a pas de modèle. L'objectif n'est pas défini a priori. Et comme on peut le lire dans le livre rouge, l'impératif de la différenciation est majeur. Alors il faut expliquer ce que ça veut dire. Différencier, c'est-à-dire faire apparaître. Ce n'est pas forcément se distinguer d'autrui, ça peut être se distinguer d'autrui, mais ce n'est pas forcément ça. C'est faire apparaître des qualités. Bon, je vais lire ce qu'on peut trouver dans le livre rouge. Dans le premier des sermons aux morts, à la fin du livre rouge, on peut lire ceci. Ainsi mourrons-nous dans l'exacte mesure où nous ne nous différencions pas. C'est pour cela que la créature tend naturellement vers le combat contre la dangereuse identité des toutes premières origines. C'est ce qu'on appelle le principe d'individuation,
ce principe est l'essence de la créature. Nous sommes des créatures. Enfin, nous devons l'être. Et nous devons sortir de l'inconscience. Voilà ce qui est dit en clair. Nous devons sortir de l'inconscience. C'est ça, différencier aussi. C'est sortir de l'inconscience. Différencier, ça ne consiste pas du tout à affirmer arbitrairement une différence pour se distinguer du troupeau. Ça, c'est l'individualisme béat de notre époque, dont on connaît les résultats. Cela ne consiste pas à mettre en scène une singularité qui ne serait que l'exagération de notre subjectivité. C'est pas ça, de se différencier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut lire encore dans le livre rouge, ce n'est pas votre pensée, mais votre essence qui est différenciation. C'est-à-dire, je ne pense pas que je suis différent pour telle ou telle raison. Il y a quelque chose en moi qui monte, qui aspire à devenir conscient et dont je peux faire mon miel. C'est très différent. Se différencier, c'est sortir du collectif, mais non pas dans des actes de bravade ou dans des manifestations anticonformistes. Bon, il y en aura bien assez de toute manière. Voilà. Donc l'individuation, ce n'est pas l'imitation, hein, ce n'est pas accomplir un parcours pour accéder à un but qui est défini a priori, ce n'est pas vouloir être comme Krishnamurti ou même comme Jung ou comme je ne sais qui, Tartampion, hein, c'est pas ça l'individuation. Et ce n'est pas non plus le triomphe de la subjectivité qui ne relèverait que de notre fantaisie. Notre vocation différenciée des qualités, c'est faire apparaître ce qui est conforme à notre être. Vaste programme. Il est évident que sans une relation à l'inconscient, on ne peut pas y arriver. Voilà.